Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit ni ce que l'on lit. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Pour la rentrée, je me suis dit qu'on allait se faire un petit cours de rattrapage et débunker quelques idées fausses qui circulent parmi les Potterheads. Parce que sur les réseaux, on en voit passer des folles idées sur le monde des sorciers. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner, c'est important, et lancez votre plus bel expecto patro-like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour dire la vérité et rien que la vérité sur le lore de Harry Potter. Pour commencer, parlons d'une fausse croyance 100% serpentard. Severus Rogue est le parrain de Drago Malfoy. Alors pour tout vous dire, je comprends totalement l'idée et ce n'est pas si surprenant de le retrouver dans de nombreuses fanfictions ou dans l'espace commentaire sous certaines vidéos dédiées à Drago Malfoy. Après tout, on pourrait totalement se l'imaginer quand on voit la relation qu'entretient Drago avec Severus Rogue à Poudlard ou même quand on voit la confiance qu'accorde Narcissa Malfoy à Severus Rogue pour protéger son fils dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il est clair que Severus a un lien avec la famille Malfoy. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut notamment remarquer dans le chapitre 33 de Harry Potter et les reliques de la mort. Après tout, Severus Rogue connaît Lucius Malfoy depuis son entrée à Poudlard et ça, c'est acté. Si on ne peut pas établir clairement le lien qui existe entre la famille Malfoy et Severus Rogue, on peut supposer qu'ils se connaissent relativement bien, ou du moins assez pour que Severus Rogue favorise à outrance la progéniture des Malfoy à Poudlard. Il laisse tout passer à Drago, c'est vraiment de la folie. Un favoritisme non dissimulé qui pourrait laisser imaginer qu'il est plus que l'ami des Malfoy ou le professeur de Drago. Une relation quelque peu comparable à celle que l'on retrouve chez Sirius et Harry. Et ça n'a pas manqué de faire réagir les fans. Pour eux, c'est évident. Severus Rogue est le parrain de Drago. Et ça, ils le proclament partout. Dans les forums, les commentaires, les fanfictions, bref, absolument partout. Mais est-ce bien vrai cette histoire? Eh bien, la réponse est on ne sait pas. C'est peut-être le cas, comme ça ne l'est peut-être pas. Cette information n'est relayée absolument nulle part, ni dans la saga, ni dans les interviews et autres textes de l'autrice sur la famille Malfoy et Drago. Donc ce n'est pas canon, on ne sait pas qui est le parrain de Drago, et peut-être qu'on ne le saura jamais, sauf peut-être si un jour l'autrice décide de le divulguer. Donc s'il vous plaît, on arrête de relayer cette info. Beaucoup trop de Potterheads y croient, alors que si ça tombe, ce n'est absolument pas vrai. Voilà qui conclut cette première croyance erronée sur Drago et Severus. Alors il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de croyances sur Drago qui circulent et qui sont complètement fausses. Si une vidéo sur le sujet vous intéresse, écrivez-moi mon père a dit en commentaire. Allez, passons du côté de la maison Gryffondor avec la croyance suivante. La carte du maraudeur n'a plus fonctionné après la bataille de Poudlard. Certains fans pensent qu'une fois les maraudeurs tous éteints, c'est-à-dire lors de la bataille de Poudlard à la mort de Rémus Lupin, leur carte a cessé de fonctionner car la magie qui était entretenue par le dernier maraudeur a tout bonnement disparu. Elle aurait gardé pour mention post-mortem « méfait accompli ». Alors même si je trouve ça très poétique, un peu à l'image du poisson qu'avait reçu Horace Le Gorn par Lily Evans et qui se volatilisa à la mort de cette dernière dans le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, eh bien ça je peux le confirmer, c'est complètement faux. Après la mort des créateurs, la carte du maraudeur a continué à très bien fonctionner. Comprenez que la magie ne cesse pas de fonctionner à la mort de celui qui l'utilise pour créer ou modifier un artefact. C'est bien plus compliqué que ça. Il suffit de regarder Poudlard et tous ses enchantements datant des fondateurs pour le comprendre. Je rappelle quand même que l'école est millénaire et qu'elle continue à utiliser la magie de ses créateurs. Et puis, l'autrice a dit qu'une année peu avant la rentrée scolaire, l'aîné de Harry, James Sirius Potter, avait dérobé la carte dans le bureau de son père et était parti avec à Poudlard. Bref, la carte du maraudeur a encore de belles années devant elle.
Passons maintenant à notre troisième fausse croyance qui ne va pas plaire à beaucoup de monde. Le couple Neville-Luna. Il faut bien comprendre que dans le 8e film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, il y a eu un ajout qui n'est absolument pas canon à l'histoire et qui est une pure invention de la Warner. D'ailleurs au passage, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas canon dans les films, mais ça c'est une autre histoire. Cet ajout dans l'adaptation cinématographique qui était très probablement là pour faire plaisir aux fans est le fameux moment où Neville cherche désespérément Luna durant la bataille de Poudlard parce qu'il est fou amoureux d'elle et qu'il doit impérativement lui déclarer son amour. Eh bien oui, ça ce n'est pas canon. Ça n'existe pas dans les livres, ni à Poudlard, ni jamais, sauf peut-être dans les fanfictions. Neville n'a jamais été amoureux de Luna et Luna n'a jamais été amoureuse de Neville. Leur relation est purement amicale et le restera jusqu'au bout. Voilà, fin de l'histoire. Pour votre gouverne, Neville n'a bien évidemment pas fini célibataire, mais s'est marié avec une de ses amies Poufsouffle, membre de l'armée de Dumbledore, Anna Abbott. Quant à Luna, en bonne magizoologiste qu'elle est, elle finit par se marier avec un autre magizoologiste de renom qui n'est autre que le petit-fils de Norbert Dragono, Rolf Dragono, avec qui elle aura des jumeaux, Lysander et Lorcan. Voilà, maintenant vous savez tout. Passons à Harry, et comme pour Drago, il y a des choses complètement fausses qui circulent sur sa personne et que beaucoup croient, notamment celle-ci. L'Horcrux logé en Harry entretient sa maltraitance. À la fin de la saga, certains fans ont remarqué dans Harry Potter et les reliques de la mort que le comportement exécrable de Ron était finalement assez semblable à celui des Dursley. Et le point commun que l'on a trouvé entre les deux est l'exposition prolongée de ces derniers avec un Horcrux. Pour Ron, on parle du médaillon de Salazar Serpentard. Pour les Dursley, on parle de Harry lui-même. Si au départ cela a pu paraître assez surprenant, les arguments utilisés étaient finalement assez cohérents. Comprenez que si la surexposition à un Horcrux est déjà horrible pour un sorcier, les effets doivent être triplement corrosifs sur un moldu, ce qui expliquerait de fait toute cette maltraitance banalisée sur Harry de la part des Dursley. Mais en réalité, si la famille Dursley est horrible avec Harry, c'est surtout parce que ce sont des êtres abjects par nature. Et oui, ils sont juste pourri. Cette théorie sur la surexposition de l'Horcrux logé en Harry ne fonctionne pas et n'est pas soutenue par les livres ni par l'autrice elle-même. Comprenez que Harry n'est pas un Horcrux comme les autres. Déjà parce qu'à contrario de tous les autres, Harry n'était pas censé devenir un réceptacle. C'est accidentel. Et de fait, s'il a bien un morceau d'âme de Lord Voldemort qui squatte son corps, eh bien il n'a pas reçu toute l'attention nécessaire pour le transformer en Horcrux. Autrement dit, ce n'est pas un réceptacle bourré de magie noire et de maléfices protecteurs, comme c'était le cas pour les Horcrux légitimes de Lord Voldemort. Les effets sont par conséquent incomparables. Autrement dit, si les Dursley sont des personnes cruelles, mesquines, intolérantes et maltraitantes, ce n'est pas dû à un quelconque effet néfaste de l'Horcrux que portait Harry en lui, mais bien à cause de leurs préjugés, combinés à leur ressentiment envers les parents de Harry et le monde magique de manière générale, ainsi que leurs valeurs plus que douteuses. Bref, ce ne sont pas des gens bien. Et dernière fausse croyance, Harry le vampire. Alors pas à proprement parler, mais parce que certains fans pensent que Harry est devenu immortel et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a plusieurs théories qui circulent disant notamment que Harry ayant survécu à plusieurs tentatives de meurtre de la part de Voldemort et partageant un lien spécial avec lui en tant qu'Horcrux involontaire, lui aurait permis d'obtenir des pouvoirs spéciaux à la mort du terrible mage noir. Une sorte de pouvoir rendant Harry invincible ou immortel. Ou encore que lors de la bataille finale, quand Voldemort tue involontairement son propre morceau d'âme à la place de Harry, et que ce dernier revient à la vie, il deviendrait d'une certaine façon immunisé contre la mort. Évidemment, il existe beaucoup de théories à ce sujet que certains ont pris pour vraies, peut-être parce que l'information sur l'immortalité de Harry leur
plaisait. C'est d'ailleurs là que débarquent les reliques de la mort et leur très mauvaise interprétation pour rendre Harry immortel. Vous le savez, selon la légende dans les contes de Biddle le Barde, celui qui réunit les 3 reliques de la mort devient le maître de la mort. Forcément, en détenant la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et en devenant le maître de la baguette de Suro, Harry devint le fameux maître de la mort. Et en détenant des artefacts aussi incroyables, ceux qui, selon la légende, ont été offerts par la mort, il est évident pour certains fans qu'il ait conféré à Harry une sorte de protection exceptionnelle et de fait une forme certaine d'immortalité pour échapper à la mort. Le problème, c'est que non seulement les théories sont complètement fausses, mais surtout que l'interprétation du maître de la mort est mauvaise. Car, comme l'a dit Madame Rowling, devenir le maître de la mort ne signifie pas pouvoir lui échapper, mais bien d'accepter sa mortalité comme l'a fait Harry. À aucun moment dans les livres, on mentionne cette immortalité. Après la victoire de Harry face à Lord Voldemort, Harry a fait le choix de se débarrasser de 2 des 3 artefacts légendaires et de renoncer au pouvoir des reliques de la mort. Il a préféré choisir une vie ordinaire avec un jour son déclin. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à commenter et à lancer votre plus bel expecto patro-like avant de transplaner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.